Merci beaucoup du coup de nous accueillir. Merci au labo, à l'âme, pour ce déjeuner, pour l'invitation aux organisateurs, organisatrices, aux discutantes, discutants, d'avoir accepté, d'avoir lu le papier, d'avoir regardé le PowerPoint. Alors, en fait, du coup, on va vous présenter surtout un PowerPoint. Alors, on a envoyé un papier en amont qui est un papier en cours de publication, d'évaluation et de publication dans le cadre d'un dossier dans la RIPC. Mais la présentation, en fait, le papier porte sur la réunion, mais on va dire la présentation, elle porte plus généralement sur le programme de recherche et la question des politiques publiques et du clientélisme. Sachant qu'en fait, l'idée étant, qu'on a eu avec Damien, c'est que vu qu'on intervient à l'âme, tout le monde n'est pas forcément intéressé par la réunion des Outre-mer. Donc, est centré uniquement sur le cas réunionnais pour cette présentation. Ces 45 minutes, on va vous parler un peu plus largement de la question des politiques publiques et du clientélisme. Alors, du coup, on va organiser un peu la présentation comme ça. Donc, on va vous expliquer un peu comment on en est venu à travailler tous les deux avec Damien sur cette question des politiques publiques et du clientélisme à La Réunion. Ensuite, on va vous présenter le programme de recherche sur lequel on travaille depuis 2019. Et ensuite, on va vous présenter, on va dire, deux grands résultats. Le premier résultat, c'est la question théorique, en fait. Il y a ce qu'on appelle, avec d'autres, parce que du coup, on n'est pas tout seul, avec notamment Jean-Louis Briquet, une disjonction paradoxale, en fait, dans la littérature, entre les travaux sur le clientélisme et les travaux qui portent sur les politiques publiques. Donc, voilà, le premier résultat, là, ça sera plutôt un résultat théorique. Et ensuite, on va illustrer cette disjonction paradoxale à travers notre cas d'étude, notre cas empirique qui est la réunion des politiques de l'emploi. Donc c'est ça un peu qu'on va faire ensemble. Alors du coup, Damien, présente-toi. Moi, j'ai été formé en thèse à Grenoble. C'était Jean-Pierre Bernard, qui est décédé très récemment, qui a été mon directeur de thèse et qui est devenu un ami. Et donc, c'était les questions de citoyenneté et de construction des identités politiques ou d'identité politique dans l'espace colonial français sous la Troisième République. Et en fait, par obligation, puisque le sujet était très vaste, ça s'est beaucoup concentré sur la question des élections dans les établissements français de langue. Voilà, sur la base de cette thèse qui a été soutenue en 98, j'ai été recruté à La Réunion en 99 et j'y suis resté. Donc, j'ai continué sur la lancée, continué plutôt sur les questions de citoyenneté, de mise en représentation, d'encouragement aussi politique, comment on fait que les classes issues de l'abolition de l'esclavage ne prennent pas part à l'activité politique, ne puissent exercer leur citoyenneté, parce que c'est un élément important. Mais j'ai l'impression de tourner un peu en rond, et l'arrivée d'Olivier, c'était très stimulant, parce que d'abord, il a été recruté sur un type de spécialité que je ne maîtrisais pas, qui était les politiques publiques, et qu'il me semblait, j'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose à faire au carrefour des questions de citoyenneté, d'élection et de marché public, de questions de politique publique, puisque c'était des questions qui revenaient de manière récurrente dans la presse, mais que je n'avais pas l'occasion d'explorer. Donc, l'arrivée d'Olivier, c'était vraiment une opportunité pour monter un programme qui permettrait de conjoindre nos préoccupations respectives dans un programme commun. Et alors, du coup, pour moi, au début, moi, je ne travaillais pas du tout sur La Réunion. Dans le cadre de ma thèse sur les politiques universitaires, et plus particulièrement sur la mise en marché des universités publiques. J'essayais de comprendre cette mise en marché des universités publiques en Afrique de l'Est. Donc plutôt une thèse qui faisait une comparaison donc, entre différents pays d'Afrique de l'Est, qui m'a amené, donc qui avait été soutenue à Pau, à absorber le Crépao. Et ensuite, avec Dominique, avec Rosen, avec Sina, on a monté un programme de recherche, qui s'appelle FAPA, faire des politiques publiques en Afrique.
Et l'idée, en fait, c'était, enfin, on va dire que ça partait d'un résultat qui est qu'il y a énormément de travaux en fait, qui portent sur les politiques publiques dans le contexte africain et que ces travaux, en fait, ils discutent très peu avec les résultats scientifiques de la littérature, l'analyse des politiques publiques. Et à travers ce programme de recherche, on a essayé en fait de faire dialoguer les résultats produits sur le continent africain avec la littérature. Donc, on a travaillé avec Patrick Smith, Philippe Toon, et du coup, qui va déboucher sur un bouquin qu'on coordonne avec Rosen et Sina de Montréal. Bref, donc, on va dire au départ, moi j'étais plutôt centré sur les politiques universitaires. Ensuite, grâce à ce programme de recherche à Sciences Po Bordeaux, ça m'a amené à de hauteur, de distance avec mes terrains et donc à m'interroger plus généralement sur la fabrique, la mise en œuvre de politiques publiques dans des États, alors qu'on qualifie d'États sous régime d'aide, d'États néopatrimoniaux fragiles, d'États post-socialistes pour le cas tanzanien, par exemple. Et ensuite, donc, je suis arrivé à La Réunion et en fait, on travaille dans un contexte où il y a très, très peu de recherche en sciences sociales. J'ajouterais 2 qualités, parce qu'il y a des choses qui sont faites, mais et avec tout un pan qui n'est pas du tout travaillé, qui est aussi le résultat du champ universitaire. Il n'y a pas de département de sociologie, d'anthropologie, donc Sciences Po, et donc il y a beaucoup, alors je sais qu'il y a plusieurs chercheurs, il y a plusieurs thèses qui sont en train d'être faites sur le cas réunionnais, celle de Clara, sur les gilets jaunes, on a une thèse en géographie sur la gentrification, la thèse de Thibault sur l'industrie sucrière avec une comparaison notamment anti-Réunion. Enfin bref, il y a plusieurs chercheurs, chercheuses qui commencent qui investissent ce terrain-là. Et donc, il y a un gros manque sur l'action de l'État, en fait, et notamment aussi l'action de l'État pour comprendre la transformation du territoire réunionnais. Un territoire qui, on va dire, s'est transformé très fortement depuis les années 60-70. Et donc, voilà, essayer de comprendre au départ, c'est vraiment une ambition très simple qui est d'essayer d'un peu mieux comprendre les transformations de ce territoire. Et du coup, on a déposé, on va vous en parler un peu après, un programme de recherche. Mais l'idée, en fait, c'était d'essayer de, ce que disait Damien, de lier en fait nos entrées disciplinaires différentes, celle de l'histoire des idées politiques, celle de Damien, et puis moi, plutôt spécialisé dans l'analyse des politiques publiques. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire à travers l'entrée par les politiques de l'emploi, politiques de la ville à La Réunion, c'est finalement participer, alors il y a d'autres chercheurs qui font ça, participer à écrire une socio-histoire de l'État outre-mer, de l'action publique à La Réunion. Et donc, voilà, l'idée, c'est de croiser un peu nos profils, nos spécialités à travers un programme de recherche commun. Oui, peut-être une dernière chose, il y a un débat qui est récurrent concernant les Outre-mer. En tout cas, il y a un débat récurrent en ce qui concerne la Réunion, à la fois sur le plan de son histoire, mais aussi sur le plan du statut qu'elle doit avoir dans la République et dans l'Europe. C'est celui de la spécificité. Et il y a, en histoire, en tout cas, en ce qui concerne la citoyenneté et les problèmes, si on les aborde sous l'angle de la citoyenneté, de la construction de la citoyenneté, il y a toujours l'idée qu'il y a une spécificité de la Réunion, une histoire marquée par le passé esclavagiste et colonialiste. Et en soi, c'est pas tellement discutable, mais moi, ça me posait des problèmes parce qu'on ne savait jamais vraiment de quoi il était question quand on parlait de spécificité. L'un des intérêts de croiser une approche en termes de citoyenneté, de construction de citoyenneté, de construction de l'identité politique avec la question des politiques publiques, ça permettait d'ancrer dans des pratiques et dans des politiques situées des revendications qui sont d'un ordre très général, mais qu'on a du mal à évaluer par rapport à des enjeux locaux, des enjeux de pouvoir, etc. Donc, c'était aussi l'un des intérêts de cette approche,
de pouvoir renouveler un jour la question de qu'est-ce qui est vraiment spécifique, puisqu'il y a des traits originaux dans la trajectoire historique et sociologique de la Réunion, mais qu'il convient de préciser pour savoir de quoi on parle. Et donc, du coup, en fait, en 2018-2019, on a approché l'Agence française de développement. Alors, moi, je les connaissais bien via FAPA, le programme de recherche à Sciences Po Bordeaux, sachant qu'il y a une agence, en fait, de l'AFD à La Réunion, qui s'occupe de la zone de l'océan Indien, et qui s'occupe aussi de La Réunion. Et du coup, on a déposé un programme de recherche qui portait sur la gouvernance des Outre-mer, des questions très générales, en fait, justement, pour faire le lien avec ce que disait Damien. Est-ce que finalement l'État français il gouverne la Réunion comme il gouverne ses territoires, la métropole? Est-ce qu'il y a des spécificités dans les modes d'intervention de l'État français sur le territoire réunionnais? C'était vraiment des questions très générales et en leur disant, en fait, il y a très très peu de travaux sur ce qu'a fait l'État, on va dire, depuis la départementalisation, depuis 40 ans. Et du coup, on leur a dit qu'on voulait travailler sur 2 secteurs, donc de faire une comparaison. Donc Damien et moi, on a travaillé sur les questions d'emploi, avec pareil une question simple qui est que l'une des particularités, entre guillemets, de la Réunion, c'est d'avoir un chômage très important. Donc il y a 20% de chômage en moyenne, 40% de chômage chez les jeunes. Et ce qui est intéressant en termes de politique publique aussi, c'est que ça ne change pas, en fait, malgré les différentes réformes, les différents instruments qui ont été déployés, ça reste globalement ça reste les mêmes résultats. Alors je ne sais plus trop. Ah oui, on avait choisi la question de la ville parce que en fait, on était 4. Au départ, il y avait un troisième. Je vais vous parler de Laura, mais il y avait également Raphaël qui travaillait, lui, sur la ville de Saint-Denis, dans la ville de Saint-Denis, pour la ville de Saint-Denis, sur un programme de rénovation urbaine, qui a fait sa thèse sur la métropole, en comparaison Nantes, sur les programmes de rénovation urbaine. Et bref, une thèse en Sciences Po. Et il travaillait à la ville de Saint-Denis et on s'est dit que c'était bien aussi de travailler sur le logement social, les programmes de rénovation urbaine. Et du coup, on est parti, voilà, en déposant un programme de recherche comme ça à l'AFD et à la Caisse des dépôts, donc des branches recherche, en fait, qui financent de la recherche en sciences sociales. Grâce à ce financement-là, on a pu recruter Laura Giraud, qui était une postdoc, qui était avec nous pendant 1 an, qui a fait d'autres postdocs par la suite. Elle qui s'occupait de la ville, avec Raphaël, qui était plus un praticien, et puis Damien et moi, qui travaillaient sur les questions d'enfants. Et en fait, très vite, c'était plutôt Damien et moi, on s'est posé la question du clientélisme, en fait, et d'un instrument bien particulier qui sont les contrats aidés. Donc les contrats aidés, c'est qui sont en partie subventionnés par l'État. Et puis ça varie, la part prise en charge par l'État, donc ça dépend des instruments. Ça peut monter à 95%. Et ça, on va dire jusqu'à 50%. Donc, il y a, par exemple, en ce moment, alors je crois que c'est redescendu, ça varie en fonction notamment des échéances électorales. Plus on se rapproche des échéances électorales, plus le taux pris en charge par l'État est important. Mais on va dire 50% pris en charge par l'État et 50% pris en charge par la collectivité, donc, par exemple la ville de Saint-Denis ou une association. Et en fait, cette question des contrats aidés et de l'usage des contrats aidés par les élus, en fait, s'est posé très vite dans nos entretiens, dans ce que aussi Damien suivait, parce que Damien, vu qu'il était à La Réunion depuis une vingtaine d'années, il avait connaissance de ces questions et voilà, du détournement, entre guillemets, de ces instruments, finalement, qui ne servent pas tant à permettre aux personnes qui sont bénéficiaires de contrats aidés de trouver un travail, en tout cas d'être insérées durablement sur le marché du travail, qu'une ressource en fait utilisée par les élus pour notamment obtenir un soutien politique, que ce soit du vote ou on y reviendra à l'achat de la paix sociale. Et donc, notre programme de recherche sur des questions très générales au début de gouvernance de la Réunion, de l'intervention de l'État
français à La Réunion depuis le milieu du XXe siècle, en fait, il s'est progressivement transformé, en tout cas réorienté sur cette question du clientélisme et des politiques publiques, ce qui a posé de gros problèmes en fait à nos bailleurs. A été en conflit avec eux. Ils sont même allés jusqu'à nous dire qu'il fallait rembourser le postdoc de Laura, donc 50 000 €, parce que alors, certains pensaient que dès le départ, on voulait travailler sur le clientélisme. Voilà, qu'il y aurait eu un agenda de recherche caché. Et que en fait, la position de l'AFD, surtout de la Caisse des dépôts, alors ça dépend des personnes, parce que là, ils ont une vision très institutionnelle, sachant qu'en plus, entre-temps, les personnes ont changé, le positionnement vis-à-vis de notre programme de recherche n'a pas toujours été le même. Mais globalement, pour ces deux institutions-là, c'était impensable de financer une recherche sur le clientélisme. C'était politiquement trop coûteux pour ces agences et notamment pour les directeurs et directrices de ces agences en local. Alors avec un côté paradoxal, c'est d'abord que tout le monde en parle. La presse locale est farcie de ces questions. Il n'y a pas une semaine où on n'en parle pas, que les simples citoyens en parlent constamment, y compris à leurs élus. Ils les accusent de face de pratiquer le clientélisme ou ils les sollicitent. Et que par ailleurs, ce sont des institutions en position de force à La Réunion, puisqu'elles ont repris une bonne partie de la gestion du parc de logements sociaux, parce que les bailleurs locaux ne parvenaient plus à faire face à l'ensemble de leurs obligations. Et donc, ils sont venus un peu à la rescousse dans le contexte de restructuration aussi de l'intervention de l'État en matière de gestion du parc social. Donc, c'est des gens qui pèsent très, très lourd. Ils n'ont pas à avoir peur. Et pourtant, les réactions étaient très, très dures et très négatives. Alors, ce que disait Damien, c'est qu'en effet, ce terme du clientélisme, il est très utilisé, il est très balisé en sciences sociales. La définition est on va dire qu'elle fait consensus dans la littérature scientifique. Et elle est employée un peu par différents acteurs, des fonctionnaires, ce que disait Damien, des journalistes, de manière très différente. Des pratiques de corruption, le fait de donner un emploi à son cousin, le fait j'en sais rien, d'avoir un emploi fictif. Enfin, les gens mettent des choses qui ne relèvent pas, en tout cas, de la définition scientifique du clientélisme, telle que l'a défini, par exemple, Jean-François Médard. Mais du coup, bien évidemment, une partie de notre travail, ça a été de se mettre à distance par rapport à tout cet usage profane de ce terme-là et de nous de rester en tout cas sur une définition scientifique du clientélisme. Et l'une des difficultés aussi qu'on a, mais toutes les personnes qui travaillent là-dessus, c'est l'administration de la preuve. Moi, je n'avais pas du tout été confronté à cet enjeu-là dans le cadre de mes recherches. L'enjeu de la mise en marché des universités publiques, c'est assez, on va dire, en partie une question économique. Et donc, je travaille sur les budgets des universités. Puis, je regardais comment le budget, comment était financé l'université, notamment de plus en plus par des frais de scolarité, etc. Donc, c'était quelque part l'enjeu d'être convaincant sur la mise en marché des universités publiques en Afrique de l'Est ne s'était jamais posé pour moi. Alors que là, en travaillant sur la question du clientélisme, quand on est évalué dans les revues, c'est l'une des principales questions qu'on nous pose. Enfin, en tout cas, les retours qu'on peut avoir. Et puis, depuis, on s'est rapproché de personnes qui travaillent sur le clientélisme, comme donc Jean-Louis Briquet, César Matina, donc des personnes en France qui travaillent sur ces questions-là. Et eux, ils se posent d'abord cette question-là. Et donc voilà, la question de l'administration de la preuve, elle est pas évidente et toujours pas évidente, et surtout parce que dans le papier qu'on a envoyé pour ce séminaire, on essaye justement d'inscrire cette confusion, alors cet enchevêtrement, on a changé de terme, cet enchevêtrement des cet enchevêtrement des politiques publiques et du clientélisme dans la longue durée, voilà, sur l'archive. Et donc, voilà, c'est d'autant plus difficile, on va dire, de travailler sur l'enchevêtrement entre les politiques publiques et le clientélisme qu'on essaye de travailler cette question depuis les années 50. Donc, voilà, une administration de la preuve a un véritable défi pour notre programme de recherche. Et du coup,
voilà, l'enjeu principal, en tout cas théorique, hein, avec l'idée que faire de la recherche, c'est participer à des controverses scientifiques et participer à la discussion avec la littérature scientifique en sciences politiques, ça a été justement de travailler cet enchevêtrement entre les politiques publiques et le clientélisme avec, on va dire, un double résultat. Moi qui venais plutôt de l'analyse des politiques publiques, cette question du clientélisme, en fait, on va y revenir, elle n'est pas présente. Alors, ça dépend. Hein, si on parle avec Patrick Asentopel, omniprésente, mais en fait, sans vraiment qu'elle soit là. C'est pour ça qu'on parle de disjonction paradoxale. Je ne sais plus, un jour, il m'a dit le clientélisme, ce n'est pas autre chose que de l'action publique. Et c'est assez drôle, en fait. Voilà. Et de la même manière, on s'est mis à lire du coup la littérature sur le clientélisme, et les politiques publiques sont omniprésentes, sans vraiment que ce soit une question ou que les auteurs, autrices aient conscience que les politiques publiques, en fait, elles sont omniprésentes dans ce qu'ils observent. Donc, on s'est dit, voilà, c'est un bel objet aussi pour participer à des débats scientifiques. Et donc, on a, à travers cette opportunité-là du programme de recherche, déposer un panel, faire un panel à l'ICPP, donc une conférence sur les politiques publiques, après à la FSP, là, en juin, à Lille, et ça a débouché du coup sur une proposition dans la RIPC, donc un numéro thématique. Et ce qui est intéressant dans ces objets-là, dans cette discussion avec la communauté scientifique, c'est qui répond. Et là, on a des cas donc sur l'Afrique du Sud. Voilà, donc sur représentation des africanistes dans ce type de panel. Comment on appelle les PV de dossier? Alors, les appels à com, on va partir de l'ICPP et de la FSP, c'est, je ne sais plus, mais la FSP, c'était les politiques publiques dans les fils du clientélisme, quelque chose comme ça. C'était vraiment justement, et puis dans le panel, dans l'appel, c'est qu'on écrit, on disait vraiment que c'était ouvert au cas sud, nord, et l'idée, c'était justement que, on va dire, je ne sais pas, on aille à l'encontre de préjugés sur le fait que ça soit qu'au sud. Ou qu'à Marseille. Voilà, ou qu'à Marseille, ou dans des villes, ou le Valois. Et en fait, voilà, dans les panels, alors à Barcelone, j'en sais rien, il y avait, je crois qu'à Barcelone, il n'y avait que des gens du Sud. Et puis, avec certaines propositions qui ne répondaient d'ailleurs pas du tout à l'appel à proposition. C'est-à-dire, en fait, ça revenait strictement sur le clientélisme. Ça n'essayait pas de poser la question de croiser les deux approches. Et puis ensuite, pour la FSP, on a eu des cas sur le Nord avec Camille, mais et le dossier, on essaye de faire en sorte d'avoir, on va dire, des cas d'Amérique du Sud, des cas européens, des cas africains, mais c'est compliqué. Qui connaît l'histoire urbaine américaine, c'est quand même très étrange qu'il n'y ait rien sur les États-Unis, par exemple, ou sur le Canada. Donc voilà, en tout cas, c'est en cours. Là, on est en train de finaliser les papiers pour les envoyer en évaluation. Donc voilà, c'est ça qu'on va vous présenter, là, l'enchevêtrement. Et donc, du coup, très rapidement, parce que ça tourne, la méthodo. Donc, nous, essentiellement, alors Damien, lui, dans sa thèse, il a beaucoup travaillé sur archives. Moi, c'était beaucoup des entretiens. Donc, on a croisé ces types de données-là. Donc, avec l'emploi et la ville, on a fait un peu plus de 100 entretiens de tout type d'acteurs, à la fois des acteurs sur le territoire réunionnais, mais aussi qui sont à Paris, dans les cabinets notamment. On a travaillé pas mal ces derniers mois, ce qui a donné ce papier-là sur les archives départementales. On va y revenir à la fin de cette présentation. On a du coup aussi récolté de manière un peu inédite là, ces chiffres de contrats aidés, parce qu'en fait, la particularité de La Réunion, c'est le territoire français qui a le plus de contrats aidés en rapport à sa population. Et au niveau de pauvreté. Voilà, et donc on a essayé de quantifier tout ça, donc c'était assez compliqué parce qu'en fait on ne trouve pas les chiffres comme ça, mais en passant par voilà, des personnes qu'on avait interviewées et qu'au final ils étaient intéressés par nos travaux,
on a réussi. On travaille aussi pas mal, du coup, sur aussi les rapports de la Chambre régionale des comptes, les rapports parlementaires qui s'intéressent un peu aux questions de l'emploi et même parfois, alors ils ne l'emploient pas comme ça forcément, mais les questions de clientélisme. Et voilà, alors peut-être une limite de notre travail, c'est qu'on est très focalisé sur Saint-Denis, parce qu'on travaille et on vit tous les deux sur Saint-Denis, donc la principale ville de La Réunion. Donc, il manque de la comparaison en fait dans notre travail. Alors, même si on parle pas mal d'autres villes aussi dans le cadre de nos travaux, mais il faudrait faire de la comparaison de manière plus systématique. Et là, ça pose des questions un peu d'organisation. Voilà, et on n'est que deux, donc en fait, on est un peu limité sur le long terme. Et du coup, l'enjeu, c'est de ne pas réifier ce qu'on entend par la Réunion. Vous êtes tous et toutes confrontés par ces biais-là. Et quand on envoie les papiers, il y a un papier qui va être publié à la politique, ça a été une vraie... vous voyez, les remarques portaient énormément là-dessus, de manière très juste. Et donc voilà, c'est une limite. Et aussi, bien évidemment, de dire que toutes les politiques publiques à La Réunion ne sont pas traversées par des réseaux clientélaires. C'est l'une des questions aussi du dossier, c'est est-ce qu'il n'y a pas certaines politiques publiques qui sont plus propices, il reviendra avec la proposition de l'OI, les politiques distributives, en fait, à être traversées par ces réseaux clientélaires. Donc voilà, faire attention à ne pas réifier La Réunion et aussi à limiter les politiques publiques à La Réunion à cette intrication, enchevêtrement entre les politiques publiques et le clientélisme. Donc ça, c'est juste une slide pour vous dire que du coup, on a commencé à publier différents papiers. Et là, ce qu'on va vous présenter, donc, ce qu'on vous a envoyé, c'est donc un papier là, qui est dans le cadre de la RIPC, donc un cas d'étude sur La Réunion, et qui a la particularité d'avoir une perspective de longue durée. Et on va vous parler aussi d'un autre papier, du coup, qui est l'introduction de la RIPC, là, qui est plus théorique, en fait, sur l'enchevêtrement ou la disjonction paradoxale entre les politiques publiques et le clientélisme politique. Alors, donc du coup, peut-être le premier résultat un peu à mettre à discussion dans le cadre de ce séminaire et voir aussi si ça fait écho je sais pas, à Luc Larade, à ce que connaît Dominique, et puis à vous sur vos terrains respectifs. Donc, c'est justement cette disjonction paradoxale entre la littérature en analyse des politiques publiques et la littérature sur le clientélisme politique. Et en fait, ce qu'on dit avec Damien et avec Jean-Louis Briquet, c'est que du coup, il y a une disjonction paradoxale parce que en fait, ces travaux, recherches, en fait, elles se croisent constamment. Pour le dire un peu simplement, pour que tout le monde comprenne, en fait, il n'y a pas de clientélisme sans politique publique parce qu'en fait, le clientélisme repose sur la plupart du temps sur des ressources de politique publique, sur de l'emploi, sur du logement. Mais en fait, les travaux sur le clientélisme n'en font pas une question. C'est tenu pour une évidence. Ouais, c'est tenu pour une évidence. Et nous, ce qu'on essaye de se poser en fait comme question, c'est ça un peu qu'on regarde dans la littérature scientifique, c'est finalement, qu'est-ce que fait le clientélisme aux politiques publiques? Est-ce que les réseaux clientélaires, en fait, ont une incidence sur la manière dont se fabriquent, se mettent en œuvre et s'évaluent les politiques publiques? Et de la même manière, est-ce que les réseaux... est-ce que les politiques publiques ont des conséquences sur les réseaux de patronage? Et notamment, ce qui se pose là comme question pour les contrats aidés, c'est la baisse des contrats aidés. Depuis que Macron est au pouvoir et les différents gouvernements, à La Réunion, on est passé, alors dans les périodes où il y a eu plus de contrats aidés, il y a eu 30 000 contrats aidés à La Réunion à peu près, et aujourd'hui, on est plutôt à 10 000 contrats aidés. Donc, il y a vraiment cette question de, on va dire, ce que disent pas mal les hauts fonctionnaires, de la gestion de la pénurie.
qu'anticipent aujourd'hui même certaines municipalités. Une baisse très importante des ressources publiques. Et donc, avec l'une des questions que ça pose, c'est la conséquence de cette baisse des ressources publiques sur les réseaux clientélaires. Et donc, voilà, donc ce qu'on dit dans ce papier-là de cette introduction, c'est qu'il y a une disjonction paradoxale. Les travaux ne cessent de se croiser. Ils ont des questionnements communs aussi sur la sociologie de l'État, la sociologie de la régulation politique, mais du fait notamment de la segmentation de la production scientifique, qu'on connaît bien, par branche, par exemple, finalement, on va dire, le clientélisme, il s'est très largement concentré sur les activités politiques et puis l'analyse des politiques publiques plutôt sur l'action publique. Et donc, parfois, ça manque de croisement. Et alors, sur plein de terrains, probablement, ça ne pose pas de problème, mais sur d'autres terrains, c'est peut-être plus saillant. Alors, du coup, on essaye dans le papier d'être convaincant là-dessus. Donc, ce qu'on a fait, notamment dans ce papier d'introduction, c'est de regarder tous les manuels français en analyse des politiques publiques. Et c'est assez facile, en fait, parce qu'ils sont tous maintenant numérisés sur Carm. Et vous rentrez le terme clientélisme, clientèle, etc. Et en fait, il n'y a rien qui sort. Par exemple, dans le bouquin d'Hassan Total, il y a 4 occurrences. Oui, alors, mais c'est des complètement incidentes. Ouais, c'est plutôt au sens de clientèle, au sens d'usager des politiques publiques. La seule exception, alors pareil dans le dictionnaire des politiques publiques, alors il faudrait regarder, on n'a pas regardé, je n'ai pas voulu pour voir, parce que j'avais peur que ça soit peut-être un résultat, mais on va le faire pour le papier, c'est que Patrick Hassan-Total a fait une mise à jour là de son avis. Donc il faudrait voir si. Je sais qu'il met, par exemple, les travaux de Fata, maintenant ils y sont. Ouais. Pareil dans les. Alors je ne sais plus. Mais par exemple, pareil, sur les dictionnaires des politiques publiques, on voit que ça fonctionne en fait. Les publications, maintenant, on est cité et on parle beaucoup plus. On parle un peu à la marge des résultats sur l'Afrique ou d'autres contextes. Mais donc voilà, il faudrait regarder. L'exception, c'est en fait le dictionnaire des politiques territoriales. Voilà. En fait, c'est pour ça que c'est compliqué. Tout le monde n'est pas d'accord sur cette disjonction parce qu'il y a toutes les personnes qui travaillent, on vous l'a mis, sur les politiques publiques locales, sur le métier des élus, qui eux, en fait, croisent, mais sans en faire non plus une question véritablement ou un enjeu scientifique particulier. Et ce qu'on dit aussi dans ce papier, c'est que pourtant, ce qui est intéressant, c'est que Lowy, donc Lowy, c'est un auteur américain important qui a publié notamment un papier là, sur les types de politiques publiques. En fait, Lowy, donc c'est en 64, il dit que les politiques distributives, elles peuvent être traversées par alors lui, il emploie le terme de patronage, par des enjeux de patronage, par des pratiques de patronage politique, et en fait, dans le passage de cet article, il pose la question en fait à quel moment ces pratiques de patronage deviennent des politiques publiques. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que ça a été un peu une hypothèse de Lowy, enfin une proposition à la communauté scientifique qui finalement n'a pas été testée, n'a pas rencontré de succès ou en tout cas de résonance avec des travaux. Et puis après, donc ça, on va dire, c'est quand on regarde la littérature analyse des politiques publiques. Et puis dans le papier, Jean-Louis fait la même chose en regardant la littérature, lui, sur le clientélisme, c'est plutôt sa spécialité au départ. Et puis il regarde comme, en fait, toute cette littérature produite sur le clientélisme, en fait, comment sont traitées les questions des politiques publiques et ce qui est fondamental, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est central en fait parce que les réseaux de clientélisme ils reposent sur cette redistribution de ressources publiques en termes d'emploi, de logement notamment, et donc voilà, qu'elles sont à la fois omniprésentes mais absente aussi du fait des questionnements que se posent les chercheurs et les chercheuses qui travaillent sur les questions de clientélisme, qui sont plus ce qu'on vous a mis là, le fait que les réseaux, les pratiques de clientélisme politique, elles vont à l'encontre
des processus de démocratisation des États, que c'est finalement des dysfonctionnements des États et des régimes démocratiques, et puis tous les travaux aussi sur le clientélisme qui travaillent davantage sur les machines politiques, et donc qui ne se posent pas du tout la question des politiques publiques. Alors, on va avancer parce que on avait dit jusqu'à écart, mais vu que vous avez pris 5 minutes, on va dire jusqu'à 20. Alors, bon, après, on propose des petites choses, mais c'est pas grave. Ouais, alors, ça, peut-être avec le LAM, ça, je sais que Dominique, il n'est pas d'accord, je crois. Mais en tout cas, nous, enfin, en tout cas, si on fait un peu une synthèse de la littérature en sciences politiques, en sciences sociales, de manière plus générale, on peut avoir cette tendance-là, et à laquelle, en fait, je pense qu'il faut être contre cette vision-là, mais ça serait l'idée qu'on aurait des États du Nord qui sont en capacité de produire des politiques publiques, et des États au Sud, néopatrimoniaux, fragiles, faillis, en fonction des États et de comment est-ce qu'on aime les qualifier, qui, eux, produisent pas de politique publique, mais du clientélisme politique. Et ce qu'on essaye, en fait, aussi à travers ce dossier dans la RIPC, c'est de montrer que, en fait, il peut y avoir des pratiques de ce que nous, on appelle de politique publique clientélaire, à la fois et ce que démontre très bien tout un ensemble de travaux, hein. On va dire que ça, c'est la masse de la littérature. Bien évidemment qu'il y a plein de chercheurs et de chercheuses qui ne sont pas du tout d'accord avec ça, et heureusement, on pourrait dire, mais qu'il peut y avoir des politiques publiques dans les États au Sud, et il peut y avoir des politiques du clientélisme politique dans les États dits modernes, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui aussi pourrait faire résonance avec vos propres travaux à l'âme. Et donc après, alors là, on passe à au deuxième temps là, de la présentation. C'est donc davantage, là, vous parlez de la Réunion. Oui, alors s'il y a une caractéristique des politiques de l'emploi à La Réunion, alors les contrats aidés, d'abord, ce n'est pas toute la politique de l'emploi à La Réunion, hein. Les politiques publiques ont essayé de jouer sur plusieurs leviers, de soutien par exemple à la construction de logements, parce que c'est aussi un secteur créateur d'emplois, donc tout ce qui peut relever de la défiscalisation. Et pas forcément des résultats mirobolants, mais l'idée, c'était à la fois de soutenir une politique de production de logements de masse, enfin, venir en appui au secteur social, mais aussi préserver l'emploi dans un secteur qui est parmi les plus employeurs de La Réunion, qui est le BTP. Vous avez toutes les politiques d'abattement de charges, de réduction de charges, qui existent aussi ailleurs en Outre-mer, où le coût du travail est réduit puisque une partie des charges sociales qu'auraient acquittées les employeurs ne sont pas payées. Et vous avez en plus ces politiques de contrats aidés, alors qui peuvent donner l'impression, quand on les prend dans l'ensemble, que ça vise un type de public très important à La Réunion, mais qui n'est pas employable, enfin en tout cas pas directement par le secteur privé. C'est-à-dire des gens qui sont trop éloignés du travail du fait de leur trajectoire d'existence, leur manque de qualification, qui fait qu'en dehors de ces systèmes d'emploi aidé où ils sont employés sur des contrats verts, comme on appelle, c'est-à-dire du nettoyage de bas-côtés de route, d'intervention sur l'environnement, ne trouveraient jamais de boulot. Pour vous donner une idée, Salazie, qui est une petite commune rurale enclavée dans le cirque du même nom, il y a 6 000 actifs, qui nous disaient que c'est plus de la moitié de la population qui est sans emploi. Voilà. Donc, qui pointent aussi dans les secteurs les plus pauvres de l'île. Donc, pour ce type de public et pour une partie des jeunes qui ont été déscolarisés tôt, etc., vous avez ces politiques d'emploi aidé qui ont été mises en œuvre et qui sont devenus un régulateur très important de territoire par la masse qu'ils ont représentée, par le fait aussi que c'est quelque chose qui est revendiqué par les bénéficiaires potentiels, c'est-à-dire que
constamment aujourd'hui, les élus sont sollicités pour attribuer de l'emploi aidé, y compris dans un contexte d'attrition où ça rend l'exercice particulièrement difficile. Et puis parce que c'est une manière de compléter d'autres politiques de gestion des classes les plus défavorisées, on va dire, avec l'emploi municipal précaire. C'est-à-dire que le contrat aidé, on ne peut pas comprendre véritablement le fonctionnement des contrats aidés si on oublie aussi que toute une partie de l'emploi municipal, des agents de catégorie C ou des agents précaires, qui sont employés pendant 6 mois avec des contrats renouvelables tous les 6 mois jusqu'à 6 ans, et puis qu'on laisse tomber, qu'on reprend, etc., et qui participent aussi des phénomènes de clientélisation très directement. Qu'il y a ce premier élément. L'EPEC, ça intéresse les communes comme les contrats à durée déterminée. D'abord parce que ça limite leurs engagements financiers en ayant un impact considérable en termes de population visée. C'est-à-dire que même si ça distribue des ressources limitées aux bénéficiaires, c'est mieux que le RSA. Ça n'a pas de coût direct, ça a un impact financier sur les municipalités ou sur les associations qui les soutiennent qui est limité. Et ce sont des emplois qu'elles vont faire tourner. C'est-à-dire, en fait, le schéma, en général, c'est qu'au terme de l'emploi, les gens partent au chômage, donc ils bénéficient des allocations chômage, et puis après, ils peuvent passer au RSA, et pendant ce temps-là, c'est d'autres familles qui bénéficient du contrat aidé. Donc, il y a une manière de faire tourner l'emploi aidé qui permet comme ça de stabiliser la situation des chefs de famille sur le plan économique et aussi de stabiliser la situation sociale sur leur territoire. Et qui fait en plus, permet de construire des clientèles politiques puisqu'il y a cette idée que c'est le maire qui est le patron de la distribution de ce type d'emploi aidé. Et du coup, le deuxième résultat pour qu'on avance, c'est l'idée en fait que le clientélisme est au service de l'action publique, notamment parce que, en fait, c'est ça qui est intéressant avec cet instrument des contrats aidés, c'est qu'il y a, on va dire, un objectif officiel des contrats aidés, c'est de réinsérer les personnes qui sont les plus éloignées du marché du travail sur le marché de l'emploi. Et on va dire un objectif officieux qui est d'acheter la paix sociale ou d'obtenir la paix sociale. Et en fait, il y a ces deux objectifs qui sont à la fois bien connus et à la fois en compétition au moment des arbitrages politiques, notamment pour comment dire, fournir ou allouer des contrats aidés sur le territoire réunionnais. Par exemple, Clara qui connaît bien ça, c'est qu'au moment des Gilets jaunes, la première chose que fait la ministre Annick Girardin, de mémoire à ce moment-là, quand elle arrive à l'aéroport, elle est reçue en fait par une délégation au rond-point de l'aéroport de personnes en contrat aidé, et ce qu'elle annonce, une des premières choses qu'elle annonce, c'est une augmentation de l'enveloppe de contrats aidés. De mémoire, elle dit ouais, j'ai réussi à négocier 1000 ou 2000 contrats aidés à La Réunion. Et sur quoi on a travaillé, mais ça c'est plus Laura qui a travaillé là-dessus, c'est comment en fait ces contrats aidés ils sont alloués à ce qu'on appelle à La Réunion des grands frères, des leaders dans des quartiers prioritaires de la ville, qui eux-mêmes derrière redistribuent des ressources, créent leur association. Et donc voilà, c'est vraiment les élus de quartier qui utilisent les contrats aidés aussi pour garantir la paix sociale ou voilà, appeler ça comme on peut appeler ça comme on veut. En fait, l'une des questions aussi, alors ça, on remonte un peu tout à l'heure sur les questions qui nous intéressaient en sciences sociales, ce qui nous marquait, mais ça c'est plus pareil Clara qui va y répondre avec sa thèse, c'est pourquoi il y a si peu de mobilisation sociale à La Réunion par rapport à d'autres territoires quand on regarde donc par exemple le taux de chômage et le taux de pauvreté. Donc 40% de taux de chômage chez les jeunes, 40% de taux de pauvreté. Et on pourrait s'attendre en fait avec des indicateurs socio-économiques de cet ordre-là en fait à des mobilisations sociales plus importantes et notamment j'en sais rien par exemple par rapport aux Antilles qui font de la comparaison un peu
ultramarines. Donc, donc, l'une des réponses, à mon avis, ou à notre avis, mais ça demande d'autres types de travaux, hein, c'est par cette question-là des contrats aidés. En fait, on peut y répondre peut-être. Et encore une fois, là, la baisse des ressources publiques va peut-être donner des indications à ces questions-là. Et pour reprendre sur la question des mobilisations, en fait, les mobilisations, elles sont là, mais elles visent l'obtention. C'est-à-dire que ça va être l'occupation de ronds-points, mais pas à la façon dont ça a été pratiqué du temps des Gilets jaunes, mais plutôt au moment des alternances politiques au niveau municipal, où les électeurs qui ont bien voté, c'est-à-dire pour l'équipe qui a gagné, n'hésitent pas à occuper les locaux de la mairie ou des locaux annexes ou des ronds-points pour bloquer la route, pour réclamer en retour de l'emploi. Donc, il y a des mobilisations, mais qui se font sur la thématique des emplois aidés pour obtenir ce qu'ils estiment la juste rétribution de leur vote ou de leur militantisme. Et du coup, le deuxième résultat important de notre travail, et qui était plus présent là dans le papier qu'on vous avait envoyé, donc le papier de la RIPC, c'est donc en fait, de retracer cet enchevêtrement entre les politiques publiques et le clientélisme sur la longue durée. Et donc là, ça a été fait donc, par tout le travail là qu'on a fait dans les archives départementales, et avec, on va dire, l'inscription dans la littérature scientifique. Donc, il y a tous les travaux là, alors on discute, mais là, c'est pareil, ça demande à être développé avec tous les travaux sur l'État postcolonial. Donc, cette idée que voilà, cette variable du passé, là, elle a des incidences finalement sur des objets, enfin, en tout cas pour les chercheurs, des objets de recherche présents. Et donc là, pour le coup, on a différentes thèses, en fait, enfin, différents travaux de traitabilité. On a eu tout le travail là, qui a été fait par Myriam Paris, alors sur un tout autre objet, hein, sur la politique de Jean-Louis Debré via le lait, pour ceux qui connaissent. Et alors nous, pour le coup, dans le secteur de l'emploi, tous les travaux de Nicolas Roinsart, qui a soutenu son HDR l'année dernière, et donc lui qui travaillait sur le chômage de masse à La Réunion dans les années, enfin jusqu'au milieu des années 2000, et qui démontre très bien en fait dans son travail, notamment comment l'emploi à La Réunion n'est pas un facteur d'intégration sociale, et que donc les instruments qui sont pensés pour la métropole pour lutter contre le chômage, en fait, ils sont, alors on retraduit en fait des termes de petits buts, ils ne rencontrent pas les mêmes résultats que donc on observe en métropole. Et nous, du coup, plutôt que de parler d'État postcolonial, ce qu'on fait dans le papier, c'est plutôt d'utiliser le concept en analyse des politiques publiques de sentier de dépendance, et qu'en fait, la question qu'on se pose au départ, on va dire une question empirique, c'est pourquoi est-ce que l'État français continue d'allouer autant de contrats aidés à La Réunion? Alors, il y a plein de raisons, hein. Il y a le fait d'élus qui font un travail, qui ont des réseaux très importants, donc notamment c'est le cas de Gilbert Hammet, l'ancien maire de Saint-Denis, qui a ses entrées au Parti socialiste et qui 2-3 fois par an va voir les cabinets du ministre de l'Emploi, des Outre-mer, pour négocier toujours plus de contrats aidés. Mais en fait, ce qu'on essaye d'expliquer dans le papier, c'est que en fait, ça s'inscrit dans une histoire et que en fait, historiquement, en tout cas depuis les années 50, la question du chômage, du mal-emploi, du sous-emploi à La Réunion, elle est gérée par par l'instrument des contrats aidés. En fait, les contrats aidés en Outre-mer arrivent une vingtaine d'années avant les contrats aidés en métropole. Et en fait, l'idée, là, c'était assez sympa de trouver ça écrit noir sur blanc dans les archives administratives, c'est que l'administration française dit que ça coûte moins cher, en fait, à l'État français de donner des contrats aidés que d'allouer des allocations de chômage. Et donc, ce qu'on essaye d'expliquer dans le papier, c'est que, en fait, pour comprendre cet enchevêtrement entre les politiques de l'emploi et le clientélisme, en fait, il faut les replacer, vous faites tous ça dans vos thèses, dans l'histoire, hein, c'est un bon réflexe d'essayer de
retracer nos observations du présent dans une histoire toujours plus longue. Donc voilà, ce qu'on essaye de faire dans ce papier, c'est ça, et notamment aussi la pression, aussi pareil. Hein. En fait, l'idée, c'est que les maires ont remplacé les grands propriétaires et qu'aujourd'hui, hein, ça c'est aussi assez marquant, quand on va chercher de l'emploi à la mairie, les agents de Pôle emploi renvoient les personnes voir le maire. Donc voilà, tout ça, on l'explique dans le… Et spontanément, de toute façon, on pousse la porte de la mairie annexe ou de la mairie, et on s'adresse directement au maire, y compris via des émissions de radio. Exactement. Et dans des grandes villes, hein. Là, on parle de grandes villes, hein. C'est pas des petites collectivités territoriales. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer du papier, c'est de replacer ça dans la longue durée. Et peut-être la difficulté, c'est de prouver, parce qu'en fait, les archives, moi, je trouve que si je devais évaluer le papier d'extérieur, de manière extérieure, je dirais que les archives, en fait, elles démontrent, c'est plus des archives sur les contrats aidés que des archives sur le clientélisme. Voilà. Donc ça, bon, les gens qui ont lu le papier pour le moment aussi pas ressorti. Mais voilà, je trouve que c'est ça la difficulté de travailler sur la longue durée. Et ce qu'a très bien fait de Cesare Mattina, pour ceux qui travaillent, qui connaissent un peu ces questions-là sur Marseille, c'est qu'en fait, il a eu accès aux archives municipales. Et donc, en fait, il arrive à retracer ça sur 30 ans. Et nous, là, on est en train d'essayer d'avoir accès aux archives municipales de Saint-Denis. Il faut qu'il y ait ne serait-ce que, a priori, il n'y a pas eu d'administration particulière des archives. Ça serait compliqué. On a sollicité Madame la maire. Donc, à suivre. Comment? Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Voilà globalement ce qu'on voulait vous dire. Peut-être oui, rajouter deux choses, c'est-à-dire que cette manière de gérer l'emploi des secteurs les plus fragiles, et elle s'inscrit dans une histoire encore plus longue qui est celle des abolitions et de leur suite, puisqu'il y a eu très vite une population, on peut dire, flottante à La Réunion, de gens qui refusaient en fait de travailler dans les plantations où ils avaient été esclaves. C'est-à-dire que toute une politique avait été mise en place par le gouverneur général Sarda Garriga avec un genre de livret ouvrier pour contraindre en fait les anciens esclaves à continuer à travailler pour leur maître contre un salaire que les maîtres n'étaient pas décidés à verser de toute façon. Mais ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que très rapidement, ils ont quitté trop en masse pour que de toute façon l'État puisse exercer le moindre contrôle dessus, et donc c'est à partir de ce moment-là aussi qu'il y a eu le recours en masse à l'engagisme. Mais ces gens qui ne travaillaient plus de manière permanente pour ces grands planteurs ont continué à être embauchés de manière ponctuelle, soit à la saison de la coupe, soit pour des travaux comme ça, et donc un rapport au travail qui était un rapport, on va dire, très intermittent, avec une population qui flottait en fonction des opportunités, mais qui refusait de s'engager pour ce qui apparaissait comme un maître. Et on le voit, ça, il y a De Fosse-Bureau qui décrit une réalité un peu semblable concernant les petits blancs des Hauts, encore dans les années 50, fin des années 50, début des années 60, où va s'opérer la bascule vers la modernité, on va dire, qui s'est faite, mais à une vitesse extraordinaire. Enfin, ça a été très, très rapide et très violent, quelque part. Et la deuxième chose, c'est que ces emplois aidés aussi rentrent dans des formes d'arbitrage qui ont été opérées, mais qui ont leur poids historique. C'est-à-dire, si on compare la trajectoire des Antilles, Martinique et Guadeloupe et La Réunion, ils n'ont pas du tout fait les mêmes choix. Martinique et Guadeloupe, ils ont fait le choix de titulariser en masse, avec le fait que sur le plan budgétaire, c'était des communes déjà pas très riches, des collectivités locales pas très riches, elles ont plombé très durablement leurs finances. À La Réunion, ils ont fait le choix de la précarisation permanente. Mais moyennant quoi, ils ont aussi préservé des capacités de financement, aussi bien pour de l'emploi précaire, mais aussi un peu pour l'investissement. Et sur la trajectoire à moyenne durée, ça s'observe aussi en termes d'impact de politique publique. Merci beaucoup. Et juste après, c'est ça, il me semble que vous ne l'avez pas dit. C'est On vous a pas dit. C'est 6 mois, c'est combien de temps? Ouais, alors, moi, ça dépend des contrats aidés, mais là, on va dire 10 mois. Il y a eu des schémas très variables. En tant que responsable associatif, moi, j'ai eu des cas où c'était 3 ans, 2 ans renouvelables 1 an, voire 4 ans renouvelables 1 an. Et ça a beaucoup changé.
C'est un dispositif qui ne cesse d'être renouvelé. En fait, il y a différents instruments. Là, nous, on travaille plutôt sur les PEC. C'est la dernière grosse réforme des contrats aidés. Donc, je ne sais jamais, parcours emploi compétences. Depuis 2018, mais vous avez aussi des ACI, des ateliers chantiers d'insertion. Voilà. Et en fait, chaque instrument fonctionne différemment en fonction du taux pris en charge par l'État et de la durée. Et puis avec le type de public visé, des fois il y en a qui sont plus spécifiques. Non, pas forcément. Et par exemple, sur les emplois verts, on discutait, c'est la région qui gère plutôt les emplois verts, et il y a une volonté de féminiser les. D'accord, allez, merci Olivier et Damien.